Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, l'édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Un engagement international pour le renouveau des infrastructures routières à Djibouti. Aux nouvelles mondiales, croissance économique dans le monde, le FMI prévoit un avenir modeste mais prometteur pour l'économie mondiale. Les détails dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Ce matin, l'Assemblée nationale a organisé un atelier crucial pour la cause féminine, mettant en avant la restitution des caravanes et plaidant ardemment en faveur de l'égalité en politique ainsi que de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'événement a rassemblé des parlementaires engagés dans cette noble mission. Au cours de cet atelier, les parlementaires ont évalué l'impact des caravanes organisées à travers le pays, visant à sensibiliser les populations sur l'égalité des genres et à mobiliser en faveur des droits des femmes. Les discussions ont été riches, mettant en lumière le progrès réalisé ainsi que les défis persistants. Un des points forts a été le plaidoyer pour une représentation politique équitable des femmes. Les parlementaires ont souligné l'importance cruciale d'une représentation diversifiée dans les instances décisionnelles pour favoriser des politiques inclusives et équitables. Sous la présidence de Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale, cet atelier a bénéficié de la participation dynamique des parlementaires ainsi que des représentants du ministère de la Femme et de la Famille, mais aussi de l'UNFD. Il convient de saluer également la contribution significative du MFF et de l'UNFD dans la promotion des droits et de l'autonomisation des femmes. Ces institutions jouent un rôle déterminant en élaborant des politiques et des programmes visant à améliorer la condition des femmes à tous les échelons de la société. Dans son discours prononcé à cette occasion du lancement de cet atelier, on écoute, Excellence, M. Dileita Mohamed Dileita, qui a souligné la détermination de l'Assemblée à travailler de près sur des sujets aussi vitaux que la protection et la promotion des droits fondamentaux, tant au milieu urbain que rural des femmes. Je tiens à saluer l'engagement de l'ensemble des parlementaires et en particulier de mes collègues des bureaux de l'Assemblée et les députés membres de la Commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains pour leur implication de chaque instant et le travail accompli dans le cadre des différentes activités. Aujourd'hui, la synthèse de l'ouvrage effectué vous sera présentée. Il vous sera demandé de prêter une attention significative pour contribuer ensuite à sensibiliser et à vulgariser la plus-value que l'Assemblée et vous-même apportez au développement de notre nation. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour dresser les bilans des activités de proximité menées dernièrement et pour méditer sur les enseignements de nos multiples contacts engagés sur nombre de sujets. Entre autres, ces activités variées englobent la caravane que j'ai eu le privilège de conduire avec les membres du bureau dans les régions de l'intérieur en mars dernier. J'ai demandé à la Commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains d'effectuer 2 visites du terrain à Degoum et à Assamo. La synthèse des transactions de visites dans ces 2 localités réputées pour les nombreuses initiatives économiques entreprises par les femmes rurales vous sera présentée. Bref, cette séance de restitution des travaux des activités menées par le Parlement de Djibouti nous offre l'opportunité pour nous, élus de la nation, de réaffirmer notre profond attachement au rôle parlementaire de renforcement des droits humains et plus singulièrement envers le droit des femmes et des filles. Les titres présents en actualité mentionnés dans les titres de ce journal. Le 16 avril 2024, en marge des réunions printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la République de Djibouti a orchestré une table ronde influente avec le soutien de ses partenaires internationaux. L'objectif principal de cet événement était de discuter du programme de modernisation et de rénovation des infrastructures routières dans le pays. Grâce aux efforts de plaidoyer du ministre des Finances de Djibouti, cet important projet a reçu un soutien financier significatif de la part de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement qui se sont engagés à contribuer respectivement
90 millions et 45 millions de dollars. La réunion aura bénéficié de la participation des personnalités éminentes, notamment le ministre du Budget, l'ambassadeur de Djibouti, le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que le directeur général de l'Agence djiboutienne de réhabilitation des routes. Il est également essentiel de souligner l'engagement du Fonds koweïtien et du Fonds saoudien qui ont tous deux exprimé leur soutien actif à ce programme ambitieux, renforçant ainsi les efforts du gouvernement djiboutien pour améliorer ses infrastructures et soutenir le développement économique du pays. Plusieurs autres partenaires comme l'USAID, Afrimex Bank, les fonds arabes, le fonds OPEC, JICA, le Royaume-Uni ont participé à ces tables rondes. Toujours à Washington, cette fois-ci, il fut une rencontre qui a porté sur la diversification économique de Djibouti. Le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, a présenté la diversification économique de Djibouti. Il a pris la parole pour exposer la vision Djibouti 2035, plaçant les projecteurs sur l'avenir. M. Ilyas Moussa Dawale a captivé l'auditoire en soulignant l'engagement inébranlable de Djibouti à transformer son pays en une plaque tournante économique et dynamique. Mettant l'accent sur des valeurs telles que l'inclusion, la connectivité, le développement institutionnel, le ministre a peint un tableau d'ambition et de progrès. Dans cette salle prestigieuse, l'emplacement stratégique de Djibouti n'a pas été en reste. En tant que carrefour entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, le pays regorge d'un potentiel économique colossal. Le ministre a montré également un aperçu des possibilités d'intégration régionale et de croissance économique qui se profilent à l'horizon. Mais qu'est-ce qu'une économie prospère sans des routes bien entretenues? M. Ilyas Moussa Dawale a souligné l'importance vitale du développement routier. En plus de favoriser la compétitivité, ces infrastructures sont les artères qui irriguent le tissu économique, réduisant les disparités entre villes et campagnes. Cependant, il ne faut pas sous-estimer les défis qui se dressent sur cette voie pavée d'ambition. Le ministre a ainsi reconnu les besoins urgents de réparation et de modernisation des routes, tout en faisant face aux aléas du changement climatique, tels que les inondations et l'érosion. Et on écoute à présent un extrait de la réaction du ministre du Budget djiboutien, son Excellence, M. Ismaël Ibrahim Roble. Aujourd'hui, nous avons participé à une très importante réunion relative au financement de nos infrastructures routières à Djibouti. Les bailleurs qui ont bien voulu participer à cette rencontre ont démontré leur engagement par rapport à ces financements et nous avons déjà des résultats positifs par rapport à ces financements, notamment avec les bailleurs tels que la Banque mondiale et puis la Banque africaine de développement qui ont garanti un financement à hauteur de 135 millions de dollars. Et puis, il y a eu également au niveau des bailleurs d'importantes promesses de financement de nos infrastructures routières, notamment les fonds saoudiens et les fonds koweïtiens qui ont promis de faire le nécessaire pour s'engager également dans la partie. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, ainsi que le général de corps d'armée, le général de corps armés, le général Zikri Cheikh Ibrahim Bor, chef d'état-major général des armées, ont reçu ce mercredi 17 avril 2024 à l'hôtel des officiers M. Hassan Abassoum Hassan, le vice-amiral Nihat Baran, représentant du commandant de la marine turque, en présence de son Excellence M. Erdal Sabri, ambassadeur de la République de Turquie en République de Djibouti. Cette rencontre fut l'occasion d'une visite de courtoisie marquant l'arrivée d'un navire militaire turc à Djibouti. Au cours de leurs échanges fructueux, les représentants des deux nations ont abordé les perspectives de renforcement de la coopération déjà existante, notamment dans le domaine militaire et maritime. Cette visite témoigne de l'excellence de relations entre la République de Djibouti et la Turquie, ainsi que de leur engagement commun en faveur de la sécurité et de la stabilité régionale.
guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo. C'est dans le cadre de sa visite que se poursuit en France que le ministre des Affaires étrangères djiboutien, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en France, son Excellence M. Ayed Moussaïd Yahya, a été reçu aujourd'hui par son homologue, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Stéphane Séjourné. Cette première rencontre officielle entre les deux ministres titulaires du portefeuille des Affaires étrangères s'inscrit dans le cadre des consultations bilatérales régulières entre la France et Djibouti. Les deux ministres, après les salutations d'usage, ont fait un tour d'horizon de la situation régionale, sous-régionale et internationale. Les discussions ont porté également sur l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que les questions à l'ordre du jour et qui concernent la discussion sur le traité de coopération militaire et de défense, la coopération économique et culturelle. Les deux ministres ont souligné durant cet entretien la concordance des points de vue sur tous les domaines de coopération bilatéraux et leur volonté commune de les approfondir et de les consolider. Le ministre a également été reçu à l'Élysée par M. Jérémy Robert, conseiller Afrique. Durant cet entretien, il a été question de la relation bilatérale qui lie les deux pays ainsi qu'un tour d'horizon de la situation internationale, y compris la conférence sur le Soudan et les attentes de l'IGAD. Enfin, c'est dans un cadre multilatéral que le ministre des Affaires étrangères a également eu la veille un entretien fructueux au siège de l'OIF avec Mme Louis et a passé en revue l'action de la francophonie à Djibouti, notamment dans le cadre du numérique, des centres de lecture et d'action culturelle ainsi que l'élévation du bureau du CREF. Le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, a reçu en visite de courtoisie hier dans son cabinet une délégation conduite par la directrice générale de l'immigration de la République fédérale et démocratique de l'Éthiopie. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, M. Brhan Tsegeye, et plusieurs hauts fonctionnaires éthiopiens ont également pris part à cette rencontre. Côté djiboutien, le coordinateur national pour la migration, le colonel Abdelkader Ibrahim Gona, et le directeur de l'immigration, le colonel Idriss Jama Aguirre, étaient présents aux côtés du ministre de l'Intérieur. Cette réunion a principalement porté sur des sujets d'intérêt général et d'ordre sécuritaire entre les deux pays, notamment les problèmes de la migration régulière et irrégulière ont été soulevés. Un accent particulier a été mis sur la mise en place des voies et moyens de renforcer la coopération de lutte contre la migration irrégulière en quête de recherche d'opportunités économiques dont le nombre est en perpétuelle augmentation à Djibouti. Il a été également convenu d'étudier les cas de personnes occupant un emploi domestique et de combattre ensemble celles qui demeurent dans l'illégalité sur la voie publique qui constitue une menace constante à la sécurité des personnes et des biens. Enfin, les parties chargées de l'immigration ont exprimé leur volonté d'affirmer davantage la coopération en mettant en place un mécanisme de lutte contre les réseaux de trafiquants des migrants. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé ce matin un atelier sur la planification stratégique et la programmation avec le Fonds vert pour le climat. Un atelier qui va durer 2 jours à l'hôtel Kempinski Palace. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, et a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Environnement, la représentante du FAO, le représentant de l'organisation du Fonds vert pour le climat, les représentants des ministères et institutions concernées, mais aussi de la société civile. Cet atelier s'inscrivait dans le cadre d'une meilleure coordination nationale en vue de mettre en place une planification stratégique et la programmation de Djibouti avec le Fonds vert pour le climat. Cet atelier constitue un jalon crucial pour la préparation d'une planification stratégique militant en faveur d'une plus grande mobilisation et de financement pour le programme projet sobre en carbone et résilient au climat. Des besoins et discuter la stratégie de programmation avec le DCF en tenant compte des réformes en cours au sein du Fonds vert pour faciliter l'accès et améliorer l'approbation nationale des investissements à tous les niveaux. Les besoins en matière de renforcement des capacités seront discutés, ainsi que les priorités en termes de pipeline de projet en lien avec le plan stratégique de DCF 2024-2027. Bien
que Djibouti ait réalisé des progrès significatifs en termes d'élaboration des politiques et stratégies sur le changement climatique et d'accès aux projets multi-pays financés par le Fonds vert pour le climat, force est de constater que l'accès au financement reste nettement perfectible, surtout pour les initiatives nationales. On écoute l'intervention du représentant du FAO. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui au nom de la FAO lors de cet atelier crucial qui rassemble tous les acteurs nationaux éligibles au financement du Fonds vert pour le climat, pour établir de manière participative un inventaire des priorités, de discuter la stratégie de programmation avec le GCF. Nous sommes réunis dans un contexte critique où les défis posés par le changement climatique exigent des réponses collaboratives et innovantes. Mesdames et messieurs, le changement climatique est une réalité tangible qui a déjà des répercussions sur les écosystèmes, les économies et les sociétés. Les événements météorologiques extrêmes et les phénomènes climatiques imprévisibles que nous observons sont autant des signalements de l'urgence d'agir pour atténuer les effets du changement climatique et renforcer en urgence notre résilience collective. C'est dans ce contexte que le rôle du Fonds vert pour le climat devient crucial. En tant que mécanisme financier mondial dédié à la lutte contre le changement climatique, le FVC joue un rôle essentiel en mobilisant des ressources, en finançant des projets innovants et en renforçant les capacités des acteurs nationaux à mettre en œuvre des solutions durables. L'accès à ces financements représente une opportunité précieuse pour catalyser l'action climatique à l'échelle nationale et mondiale. On écoute les mots prononcés en cette occasion du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pour moi, un réel plaisir de présider la cérémonie d'ouverture de cet atelier de planification stratégique et de la programmation avec le Fonds vert pour le climat. Comme vous le savez, la lutte contre les effets néfastes du changement climatique est devenue une préoccupation internationale à laquelle les nations du monde entier doivent apporter des réponses idoines. Ces fléaux de temps modernes constituent l'une des menaces les plus graves pour notre planète et pouvant saper les efforts de développement économique déployés par les nations du monde et particulièrement par les pays en développement. Ainsi, nous voyons des impacts du changement climatique s'affirmer d'année en année en se manifestant à travers des phénomènes extrêmes climatiques qui deviennent de plus en plus fréquents dans nos pays. En l'espace de quelques années, les changements climatiques sont devenus l'affaire de tous, une question multidimensionnelle et multisectorielle, avec une myriade de solutions possibles. Mesdames et messieurs, chers participants, vous conviendrez bien avec moi que les différentes actions de lutte contre le changement climatique nécessitent des financements colossaux. Ainsi, pour financer des projets, la communauté internationale a mis en place une panoplie de mécanismes de financement tels que le Fonds mondial pour l'environnement, le Fonds pour l'adaptation, le Fonds des pays les moins avancés, ainsi que le Fonds des partenaires bilatéraux. En complément à ces instruments financiers, en 2010, lors de la COP 16 à Cancun, en Mexique, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a établi un nouveau mécanisme de financement, à savoir le Fonds vert pour le climat. Ce mécanisme est devenu opérationnel depuis 2013, a pour objectif d'accompagner les pays en développement à mettre en œuvre davantage leur stratégie de réponse contre le changement climatique. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, a pris part hier à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, à des réunions ministérielles de haut niveau organisées par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables en prélude à la 14e session de l'Assemblée de cette organisation. En effet, ces différentes réunions étaient consacrées à des thématiques inhérentes en voie et moyens et susceptibles de permettre aux pays membres de l'IRENA de parvenir à une transition énergétique juste. Elles portaient essentiellement sur la création des synergies concernant le lien eau, alimentation, énergie, la nécessaire traçabilité d'un avenir énergétique résilient et durable, ainsi que sur l'importance du dialogue public-privé de haut niveau sur l'impulsion d'une dynamique nouvelle vers un système énergétique 100% renouvelable.
Par ailleurs, lors de ces diverses rencontres, plusieurs autres sujets ont fait l'objet des discussions franches et intenses des délégués venus des 4 coins du monde, notamment les politiques innovantes à mettre en œuvre en matière d'électrification, la stratégie participative à mener pour développer des voies énergétiques justes et renouvelables, mais aussi l'impérieuse nécessité de créer l'Alliance pour la décarbonation de l'industrie. Le ministre Younis Ali Guedi a enfin participé à 2 tables rondes ministérielles de haut niveau, l'une sur le rôle des finances et des politiques publiques dans la réalisation de l'objectif d'atteinte de l'accès universel à l'énergie et l'une autre dédiée au développement de l'énergie et des carburants durables d'origine biologique dans les marchés émergents. C'est dans le grand format de ce soir, de cette édition Jeep Talent, qui est une émission de télé-réalité très suivie par le grand public. Une émission qui a suscité l'engouement des téléspectateurs qui ont suivi avec passion et en direct les tribulations artistico-médiatiques de ces nouvelles stars de la chanson Afar et Somali. Un mag de la rédaction. La 8e finale de la compétition Jeep Talent sera à nouveau entamée ce jeudi, le 18 avril 2024, après avoir été interrompue par les mois sacrés des jeunes du Ramadan. À la veille des activités d'organisation et des préparations pour la 8e des finales de la compétition Jeep Talent, les responsables de la RTD, avec à sa tête les numéros 1 de l'institution, les DGRI des langues locales, la directrice de la culture du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ont tenu une réunion de concertation au sein de la RTD. Les responsables ont discuté sur les voies et moyens d'asseoir un mécanisme plus efficace et une stratégie de travail susceptible de garantir que la télé-réalité Jeep Talent atteigne un large public à travers les canaux de diffusion des plateformes numériques en misant fortement sur les partenariats avec les ministères de la Jeunesse et de la Culture qui a joué un rôle prépondérant dans la sensibilisation, la mobilisation et l'invitation des jeunes à ces programmes. En ce sens, les ministères de la Jeunesse et de la Culture restent une pierre angulaire pour les succès de cette télé-réalité que les Jeep Talent. Cette réunion a eu lieu dans le cadre de la 8e finale de la compétition Jeep Talent qui sera à nouveau entamée ce jeudi le 18 avril 2024 après avoir bien sûr été interrompue par les mois sacrés des jeunes du Ramadan. Nous avions discuté lors de la réunion sur les voies et moyens d'asseoir un mécanisme plus efficace et une stratégie de travail susceptible de garantir que la télé-réalité Jeep Talent atteigne un large public à travers bien sûr les canaux de diffusion des plateformes numériques, mais aussi les partenariats déjà existants avec la RTD et les ministères de la Jeunesse et de la Culture qui jouent un rôle prépondérant dans la sensibilisation, la mobilisation et l'invitation des jeunes à ces programmes des Jeep Talent. Rappelons que les travaux ont été entamés le 10 septembre 2023 et nous espérons procéder pour les finales les mois de juin 2024. Il a été question lors de cette réunion de souligner l'importance qui revêt les critères de sélection des morceaux choisis pour renforcer, parfaire et par conséquent améliorer la qualité de l'émission. Rappelons que cette initiative organisée par la RTD en étroite collaboration avec les ministères de la Jeunesse et de la Culture est conçue pour braquer les projecteurs sur Jeep Talent dans une multitude de domaines artistiques, offrant ainsi au grand public la chance d'être au plus près de ces foisonnements artistiques. Suite à la réunion, nous avions pu, dans les coulisses, à voler les temps du président du jury pour lui demander de nous faire les points de la réunion et son objectif. Jeep Talent s'annonce comme le rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique, mais aussi les as du divertissement et de la découverte artistique. C'est l'opportunité rêvée pour les jeunes dotés des talents de se distinguer et de faire vibrer les cœurs de leurs compatriotes. Force est de reconnaître que les initiateurs du programme interactif de la radio-télévision de Djibouti, Jeep Talent, sont émis de constater, après chaque diffusion, l'ampleur du succès de ces programmes de télécrochet dont l'enthousiasme à Djibouti ou d'ailleurs reste sans précédent. Mohamed Abdi Abokor a dans son interview rappelé la continuité de l'émission Jeep Talent qui a été interrompue à cause du mois béni du jeûne des Ramadan. Il a profité de l'occasion pour exhorter les artistes à donner plus d'eux-mêmes et par conséquent à faire vibrer les cœurs de nos compatriotes les jours J. Il s'est déclaré réjoui et fier d'être parmi des musiciens qui sont là à aider ces jeunes futurs artistes.
Le but est de découvrir les features et stars de la chanson Affaires et Somalie, sélectionnés par deux jurys composés de 3 artistes. Chacun est soumis à un vote populaire par les billets des SMS. Rappelons que dans la soirée du 18 avril 2024, les jeunes features artistes vont se confronter en 8e finale. Les artistes ont dans leurs interventions à souligner qu'ils sont au 8e finale et qu'elles sont très contentes de ces musiciens qui ne ménagent aucun effort pour leur donner des séances d'entraînement, des répétitions, pour travailler leur voix et les respirations en synchronie avec les rythmes du morceau choisi. Ils ou elles ont également remercié le grand public pour leur soutien moral et ont unanimement réitéré leur souhait d'être soutenus par tout un chacun, Djiboutiens d'ici et d'ailleurs les jours J. Pour ce faire, les musiciens sont à pied d'œuvre pour permettre aux jeunes des séances d'entraînement et des répétitions pour évaluer leur niveau en les faisant travailler les respirations, mesurer les efforts et les énergies déployées, déterminer si la respiration est clairement audible et quelles sensations et émotions elle véhicule, évaluer aussi la corporalité que le souffle donne à entendre et à éprouver afin de mieux les préparer pour les jours J. Nous avons pour ces 8e finales 4 candidats pour chaque langue, meilleurs et impatients de faire vibrer les cœurs de ses compatriotes et par conséquent émouvoir les amateurs de musique à travers leurs voix mélodieuses. Jib Talent est certes la promesse d'un épanouissement artistique pour la jeunesse locale et d'une fenêtre internationale sur la culture djiboutienne, mais reste tout de même une initiative flamboyante qui cimente la cohésion sociale, favorise l'intégration, tout en mettant en valeur les langues maternelles. Instant météo à présent, mesdames et messieurs. Les dernières données météorologiques révèlent une diversité de conditions pluvieuses à travers les régions de la République de Djibouti. Alors que certaines zones, comme Adaïlou, ont enregistré jusqu'à 70 mm de pluie, d'autres ont vu seulement des traces de précipitations comme à Artar et à Saïla. Les régions de Kontali, Cheretou, Abou Youssouf et Dakar ont été touchées par des fortes pluies, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur les communautés locales en termes d'agriculture, d'approvisionnement en eau et de mobilité. Cependant, certaines zones telles que Dikilville ont reçu des quantités plus modestes de pluie avec seulement 7 mm enregistrés. Ces variations soulignent l'importance de surveiller de près les conditions météorologiques locales et de prendre des mesures appropriées pour faire face aux effets potentiels de précipitations, qu'elles soient abondantes ou limitées. Direction Dikil, là où un important atelier de formation en faveur de 9 coopératives de Dikil et d'El-Xavier s'est tenu à l'hôtel Gobaad le 15 avril. L'événement a vu la participation de la secrétaire générale du MFF, le président du conseil régional et le préfet de la région de Dikil. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet du renforcement de la résilience à la sécheresse des petits exploitants agricoles et pasteurs dans la région du Ligad et qui contribue dans ce projet. Le MFF, en partenariat avec le MAEP-RH, met en œuvre des activités visant à promouvoir des AGR respectueuses de l'environnement en faveur de groupes de femmes et des jeunes de Bihidley, Gobaad et Hanley. Pour y parvenir, le projet prévoit dans une première phase d'encadrer les groupes de femmes et des jeunes et dans une seconde phase de leur offrir des petites subventions compétitives et de leur fournir des intrants. Ce premier atelier porte sur une initiation à la gestion de coopératives et une sensibilisation aux droits des femmes. L'autonomisation économique des communautés rurales est un axe majeur de la stratégie de développement communautaire du MFF. Le partenariat entre le MAEP et le MFF illustre l'engagement du gouvernement à renforcer la résilience des communautés rurales face à la sécheresse. On écoute le discours, un extrait de l'intervention du directeur de l'agriculture auprès du MAEP-RH. Mesdames et messieurs, représentants des coopératives, honorables invités, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin pour assister à cet atelier de lancement d'une formation de 3 jours sur le fonctionnement d'une coopérative, qui est une activité retenue du projet de renforcement de la résilience à la sécheresse des petits exploitants agricoles et pasteurs de la région des Ligad, financé par le Fonds d'adaptation. Ce projet a pour objectif d'augmenter la résilience des populations rurales des régions de Dikil et d'El-Xavier, en particulier la plaine de Gobaad, le village de Bihidley, à la sécheresse à travers des actions innovantes et concrètes qui visent à réduire
la pauvreté en augmentant considérablement leurs moyens de subsistance. En collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, le projet a permis la constitution de 9 nouvelles coopératives dans les sites du projet. Ces coopératives sont majoritairement agricoles et artisanales en se basant sur les doléances des populations bénéficiaires. Le projet soutiendra ensuite ces coopératives dans leurs domaines respectifs à travers la mise en place des actions génératrices de revenus et des subventions financières additionnelles pour permettre la mise en œuvre de ces projets génératrices de revenus. L'objectif de cet atelier consiste de former les représentants sur le fonctionnement interne et externe, ainsi que les principes financiers, mais aussi le rôle et la responsabilité des membres des coopératives. Voici ensuite Mme Anissa Hassan Bahdon, secrétaire générale auprès du ministère de la Femme et de la Famille. C'est le ministère de la Femme et de la Famille, en coopération avec le ministère de l'Agriculture, qui va mettre en œuvre aujourd'hui la formation qui va durer 3 jours. Les régions qui sont désignées sont la région d'Al-Sabih et Dekhil, et plus particulièrement les localités de Bi'idlé, Goba'ad et Hanlé. On a sélectionné 9 associations qui vont participer dans une première phase à une formation qui sera suivie. À la fin de la formation, des activités génératrices de revenus seront octroyées aux coopératives. Le ministère de la Femme et de la Famille a déjà l'expérience et a déjà travaillé avec d'autres coopératives qui sont dans toutes les régions de Djibouti. Dans les 5 régions, nous avons actuellement 13 coopératives. Et aujourd'hui, nous sommes en train de créer 9 nouvelles coopératives qui auront leur statut et leur règlement à travers le ministère de Solidarité, le MAS. Nous attendons pour régulariser la signature des coopératives pour qu'elles soient lancées officiellement bientôt. Et après la formation, des activités génératrices de revenus seront distribuées pour renforcer les coopératives et les accompagner aussi. Voilà. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, le FMI prévoit désormais une expansion mondiale de 3,2% cette année, soit une légère hausse par rapport aux 3,1% qu'il avait prédit en janvier, correspondant au rythme de 2023. Et il prévoit également une 3e année consécutive d'une croissance de 3,2% en 2025. Dans ces dernières perspectives, le FMI, une organisation de prêt regroupant 190 pays, note que l'expansion mondiale est alimentée par une croissance étonnamment forte aux États-Unis, la plus grande économie mondiale. Le FMI s'attend à une croissance de l'économie américaine de 2,7% cette année, soit une amélioration par rapport au 2,1% qu'il avait prédit en janvier, une croissance plus rapide qu'une solide expansion de 2,5% en 2023. Même si la forte hausse des prix reste un obstacle dans le monde entier, le FMI prévoit que l'inflation mondiale passera de 6,8% l'année dernière à 5,9% en 2024 et 4,5% à l'année prochaine. Dans les seules économies avancées du monde, l'organisation prévoit une baisse de l'inflation en 2023, cette année à 2% en 2025, réduite par les effets de la hausse des taux d'intérêt. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.